Résistance, opposition volontaire, continue et organisée à une situation oppressive. Elle s'exprime par des actes qui ont un certain retentissement dans la population. Actes armés, propagande. Pourquoi prendre comme sujet de TPE la résistance au lycée? Comment imaginer le fait de vivre en période de guerre, se procurer des armes, être sous occupation ennemie? Comment pourrions-nous le supporter? Nous avons seulement 16 ans. Mais à cet âge-là, certains pourtant en ont fait des choses. Le contexte de la Seconde Guerre mondiale nous intéressait particulièrement, peut-être parce qu'Anne Frank ou Sophie Scholl avaient presque notre âge. Peut-être parce que nous sommes choqués par le sort des personnes juives. Mais on ignorait tout des années 39-45, du 8 mai où nous n'allions pas en cours. Cependant, l'année de troisième nous a ouvert les yeux. Les mystères du XXe siècle se sont effacés. Staline, Hitler, Jean Moulin ont enfin une identité. Mais le choix du sujet est aussi dû au fait que nous sommes toutes les quatre au lycée Lalande, lycée rempli d'histoire, de souvenirs des résistants qui se sont opposés lors de la guerre, qui ont risqué leur vie pour sauver leur liberté et la nôtre. La Deuxième Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939, quand l'Allemagne envahit la Pologne. 2 jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. La Pologne disparaît en tant qu'État, mais les Français, comme les Britanniques, restent sur des positions défensives. Pendant 8 mois, on ne se bat pas. C'est la drôle de guerre. Les opérations militaires ne reprennent qu'en avril 1940. En mai, la France est attaquée. Dès le 14 juin, les troupes allemandes sont à Paris. Le maréchal Pétain est appelé à diriger le gouvernement. Le 17 juin, il demande l'armistice. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle, réfugié en Angleterre, lance son appel que peu de Français entendent. Il demande alors aux soldats de continuer le combat et aux Français de résister contre l'occupant. Quelques jours plus tard, la France signe un armistice. La France est alors divisée en deux. La zone nord dite occupée et la zone sud dite libre. La ligne de démarcation se trouve alors à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse. Paris est occupé et au début du mois de juillet, le gouvernement décide de s'installer à Vichy, où, le 10 octobre, le maréchal Pétain proclame l'État français. Ça n'est rien, tout va très bien, pourtant il faut... À Bourg, comme dans les autres villes françaises, un couvre-feu est mis en place. Au lycée Lalande, ces événements font déjà réagir quelques personnes, élèves comme professeurs. Ainsi commencent à s'affirmer des prises de position contre l'occupant et la politique de collaboration du gouvernement de Vichy. Et les premiers actes que l'on qualifiera plus tard de résistance commencent comme la diffusion des photos du général de Gaulle. Voici un témoignage de Marcel Rosette, extrait du livre « Histoire peu ordinaire de lycéens ordinaires ». Chaque jour et ensuite chaque semaine, dans la cour d'honneur, mise en rang, nous devions saluer le drapeau et chanter à la gloire de Pétain « Maréchal, nous voilà ». À quelques-uns, nous remplacions le mot maréchal par le mot général pour bien montrer que nous avions choisi de Gaulle. Dès l'automne 1940, nous faisions la connaissance de Paul Pioda. Il tenait un magasin de vitrerie-miroiterie sur le chemin du lycée pour de nombreux externes ou demi-pensionnaires comme moi-même. Paul Pioda commença par nous fournir des photos du général de Gaulle, photos à vendre discrètement pour détecter des lycéens décidés à entrer dans la résistance. Durant l'année 41, la guerre devient mondiale. L'Allemagne envahit l'URSS en juin et les États-Unis entrent en guerre en décembre suite à l'attaque des Japonais. Pendant ce temps, en France occupée, les rations journalières diminuent et de la diffusion des photos, on passe aux journaux et tracts distribués. Au lycée, les jeunes s'organisent. Un chef de trentaine dirige 5 chefs de sizaine qui sont chacun en liaison avec 5 personnes. Pour se protéger, les résistants ignorent les autres membres des sizaines. L'année 42 est un tournant. Les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Les Soviétiques résistent à Stalingrad. La guerre évolue en faveur des Alliés, mais les Allemands redoublent leurs exigences. Pour autant, le gouvernement de Vichy ne remet pas en cause la collaboration, bien au contraire. En 1942, sa police a participé aux côtés de l'occupant au rafle de juifs. En janvier 1943, il crée la milice chargée de traquer les résistants. En février, il instaure à la demande de l'Allemagne le STO, service du travail obligatoire, et les déportations vers l'Allemagne s'intensifient. STO, le service du travail obligatoire, est créé le 16 février 1943. Il mobilise les jeunes hommes entre 20 et 23 ans pour travailler dans les entreprises allemandes. Le journal Libération devient le journal de référence pour les gaullistes burgiens. Les élèves apprennent à monter et démonter des mitraillettes.
Il décide de détruire les fichiers du STO contenant les noms de camarades de classe. Mais la première mission échoue, car quelqu'un semble avoir prévenu la police. La deuxième tentative fut la bonne. Hélas, les arrestations commencent. Le 21 mai 1943, en plein midi, Roy a ouvert les portes du bureau. Nous avons mis en sac les fiches, puis rapidement les avons transportées dans des remorques attachées derrière des vélos, jusque chez mes parents qui exploitaient une ferme. J'ai brûlé pendant toute l'après-midi ce monceau de fiches dans le four à pain de mes parents. Mais Roy et Bollon sont arrêtés, puis le lendemain, Chambard et moi. En 1943, les Allemands subissent leur première défaite à Stalingrad. Les mouvements de résistance signifient et de cette union naît le Conseil national de la résistance. Sont également mis en place dans tous les pays des maquis, refuges pour les jeunes qui refusent de partir pour le STO. Maquis, régions retirées, souvent en montagne, où s'organisait la résistance clandestine armée. De la région de l'Ain, de plus en plus de maquis se forment dans les montagnes et les fuges Forces unies de la jeunesse s'organisent. Mais certains lycéens sont dénoncés, arrêtés et déportés. Je veux descendre en ville faire un petit tour, puisqu'on était en vacances. Le bac étant terminé, les vacances étaient là. Puis vers midi moins le quart, j'arrive place Edgar Quinet. Et puis je trouve mon professeur d'éducation physique, M. Cochet. Et puis M. Cochet me voit, puis il me dit Paul, dis donc, tu pourrais pas aller voir chez moi. La police est à Caria ce matin, était à Caria ce matin. Il dit, j'ai peur que c'est la police de Lyon, apparemment, qui est là, spécialement. Et il a dit, je me demande ce qu'ils veulent. Est-ce que tu pourrais aller voir chez moi si d'aventure il ne serait pas à la maison? Ben, je lui ai dit, oui, monsieur, mais vous me dites où vous habitez. Hein? Je ne sais pas si vous savez où habite tous vos professeurs exactement, je ne savais pas. Je ne savais pas. Bon. Et il me dit, ben, tu vois, parce que la petite rue qui est là en face, c'est la rue Edgar Quinet. Et bien, la deuxième porte à droite, c'est là où j'entre. Je reviens, il n'y avait rien, c'était absolument d'un calme plat. Je reviens, je lui ai dit, écoutez monsieur, il n'y a rien, rien. Ah, il me dit, bon ben ça va, je peux rentrer chez moi. Moi je continuais, la place Edgar Quinet, j'ai monté la rue de la République, ensuite le boulevard Victor Hugo, puis je suis arrivé ici. Puis j'ai dit, en arrivant là, le boulevard de Brou, j'ai dit, oula, il faut que je fais attention aussi, parce que si la police est là, ils peuvent être pour lui, mais ils peuvent être pour toi aussi. On ne sait jamais. D'autant plus qu'un de mes copains avait été arrêté juste avant. Marcel Tenon avait été arrêté. Il y avait 15 jours qu'il a été arrêté. 15 jours ou 3 semaines, pas plus. Et puis j'arrive boulevard de Brou. C'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas une voiture. Aucune voiture. Rien. Moi j'ai dit, s'il n'y a pas de voiture, ils ne sont pas venus à pied. Par conséquent, ils ne sont pas là. Et j'entre, et je trouve mon père, ma mère, mon plus jeune frère et ma plus jeune sœur, qui étaient les bras en l'air, et la police, il y avait la police devant eux. Ah. Alors, il dit, Morin, oui, Paul, c'est vous? Oui, bon, il faut nous suivre. Alors, il y en a un qui a couru, et dans la rue Barra, la voiture était cachée rue Barra, où on a fait le demi-tour tout à l'heure, dans le petit truc qui est là à côté. Donc, c'est là-bas que la voiture est venue et elle m'a emmené. D'ici, on est descendu donc au commissariat de police où on m'a laissé, on m'a mis dans un cachot, on a fermé à clé et tout. J'ai attendu et puis après, eh bien, c'était par là 2h moins le quart, 2h. Eh bien, j'entends, on ouvre les portes, je dis tiens, on va bien me chercher. Ben non, on ne venait pas me chercher. On avait arrêté M. Cochet et on me l'amenait avec moi dans la cellule. J'ai retrouvé M. Cochet à ce moment-là. Je me suis dit, mais là, on est là pour... Il me dit, j'en sais rien. Il me dit, je sais pas. Et on a attendu. Voilà l'arrestation telle qu'elle s'est déroulée. C'est donc été relativement calme. Mais enfin, c'était quand même inattendu. L'année 44 est marquée par le débarquement en Normandie et la libération de Paris. Toutes les forces françaises intérieures se regroupent. Le 5 juin 44, la veille du débarquement, au lycée Lalande, tout bascule, en pleine épreuve du bac. À 11h, les élèves qui composent entendent des coups de feu.
Une opération organisée ce jour-là semble avoir mal tourné. Difficile de prendre les mesures qui s'imposent en plein bac. À 13h30, de nouveaux coups de feu. Puis, à 16h, pendant l'épreuve de maths, la milice investit le lycée et procède à des arrestations. 11 élèves vont être déportés. En septembre, l'un est libéré. C'est ici que je t'arrête. Deux miliciens ont fait irruption et m'ont emmené là-bas, dans la cour d'honneur. À ce moment-là, la cour d'honneur était remplie de monde, tous les profs et élèves qui passaient leur bac avaient été massés à droite et à gauche, et on m'a emmené devant le général d'Agostini qui était ici avec son état-major. Je suis donc passé par ici et on m'a présenté à lui. J'ai été reçu un coup de poing, un coup de pied et je suis tombé. Et puis on m'a emmené là-bas où j'ai rejoint mes camarades face au mur. On est resté jusqu'au moment où on a décidé de procéder à la fouille de nos affaires. L'année 45 voit enfin la capitulation allemande et la libération des camps. Les déportés rentrent et en octobre, c'est la rentrée de la paix. Cette deuxième guerre mondiale a marqué les populations et les marque encore. Nous avons essayé de retracer le parcours de ces jeunes confrontés à des choix. Ce travail nous a appris une certitude. Il ne faut pas accepter les choses parce qu'elles sont dans l'air du temps.